On dit souvent qu'il n'y a qu'un fil entre le génie et la folie. Et Diogène de Sinope utilisait ce fil comme une corde à sauter. Ce philosophe vivait dans la rue, plus précisément dans une jarre. Il déféquait en public et se moquait de tous les puissants, tout ce qui pouvait s'apparenter à du statut et toutes les conventions sociales. Il traitait Platon de charlatan, méprisait les élites et osa même se moquer d'Alexandre le Grand. Pourtant, si vous tapez son nom sur Google, vous découvrirez qu'il est jugé comme philosophe. Et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il fascine encore beaucoup. Mais alors pourquoi et qu'est-ce qu'il peut y avoir de précieux à tirer d'un homme qui n'avait rien, mais qui se croyait plus libre que les rois? C'est ce que je vous propose d'explorer dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je m'appuie sur un ouvrage, la traduction en français serait « La vie dangereuse et les idées de Diogène le cynique », mais à ma connaissance, il n'existe pas encore de traduction de ce livre en français, donc je l'ai lu en anglais. Alors oui, certains râleront et me diront que c'est dommage que ce ne soit pas accessible en français, mais si je vous fais ces vidéos, c'est aussi pour pouvoir vous traduire du contenu dans notre langue. Apprendre une langue, c'est accéder à des pensées, à une sagesse et à des perspectives qu'on ne trouvera jamais dans nos manuels scolaires. Apprendre une autre langue, c'est aussi se confronter à différentes traductions. Et les tensions entre les nations ne justifient pas qu'on se ferme au génie, car l'intelligence est transfrontalière. Donc si cela peut vous motiver à apprendre une langue, n'hésitez pas. En attendant, pour les Français qui ne comprennent pas l'anglais, Diogène devrait tout de même vous plaire. Car dans sa fierté provocatrice, dans sa manière de regarder le monde avec mépris et de s'en détourner avec panache, il y a quelque chose de très français. Il vomissait la conformité, riait des puissants et refusait d'adapter sa personne au code de l'époque. Diogène pousse le renoncement à l'extrême. Il ne se contente pas de rejeter l'amour ou la gloire, il rejette tout. Et même les besoins élémentaires. Pour lui, accepter ne serait-ce qu'un brin de confort, ce serait déjà sombrer dans une forme de folie. Là où Aristote prenait la modération et Épicure l'amour de l'essentiel, Diogène répond par un mépris radical de toute chose. Pour lui, même l'eau, la nourriture et avoir un toit sur la tête étaient des attaches. Il choisit donc de vivre dans une jarre et de mendier pour ses repas. C'était sa manière d'insulter la société et ses prétentions. Contrairement à une figure monacale qui se dépouille au nom d'un dieu, dans l'attente d'un salut ou d'un sens supérieur, Diogène renonce sans transcendance. Il ne cherche ni le paradis ni la grâce. Il rejette toute forme de bien parce qu'il ne voit aucune valeur dans le confort. Pour lui, la société n'élève pas l'homme, elle l'abêtit. Ce que certains appellent progrès, il le voit comme une dégénérescence. Ce que certains nomment réussite, il le perçoit comme soumission. Son regard radical nourrira plus tard le mouvement cynique. Pour les cyniques, la vision du monde est singulière. Il y a les dieux, les animaux et les hommes. Les dieux sont hors de portée, donc incompréhensibles et inutiles à contempler. Les hommes, eux, se croient supérieurs, mais passent leur vie à trahir leur nature, à courir après des illusions. Les cyniques, et Diogène notamment, pensaient que les animaux étaient supérieurs aux hommes. Du moins, qu'ils étaient plus proches d'une forme de sagesse. Parce qu'ils vivent selon leurs instincts et qu'ils n'ont ni hypocrisie ni vanité. Diogène allait jusqu'à dire que les animaux étaient plus sains que les hommes. Ils mangent quand ils ont faim, dorment quand ils sont fatigués, s'accouplent aux périodes prévues, et dans un monde perverti par les conventions, les titres et la bienséance, Diogène cherchait une pureté bestiale. Les animaux, lorsqu'on les observe, semblent en paix. Ils ne spéculent pas, ne s'inquiètent pas de leur image, et ne poursuivent aucun statut. Leur existence suit le fil de la nécessité et non un désir illimité. À l'inverse, les hommes, englués dans leurs conventions, leurs possessions, leurs ambitions, semblent perpétuellement angoissés. Pour Diogène, les possessions nous possèdent. Si l'on a un travail, il faut s'y soumettre pour le conserver. Si l'on a beaucoup d'argent, il faut s'entourer de gardes et craindre de le perdre, se méfier de nos proches. Plus on possède, plus on a à perdre. Et plus on désire, plus on s'éloigne de la liberté. Car nos actes sont alors dictés par l'objet de nos ambitions et non par notre volonté propre. C'est un raisonnement cohérent, mais je ne suis pas totalement en accord avec cette vision. Derrière ce radicalisme philosophique, il est légitime de se demander si Diogène n'était pas mu par une forme de rejet pathologique de l'engagement. Peut-être souffrait-il d'un besoin compulsif d'autonomie, ou d'une intolérance profonde à toute forme de contrainte. On pourrait rapprocher cela de ce que la psychologie contemporaine désigne parfois comme un refus anxieux des responsabilités. Une aversion extrême à la dépendance, voire un syndrome de dérégulation de l'attachement social. Il ne voulait rien posséder car posséder l'obligeait. Il ne voulait s'attacher à rien car s'attacher, pour lui, signifiait perdre sa soi-disant liberté. Son mépris du monde n'était peut-être pas une lucidité philosophique, mais un mécanisme de défense. Cependant, nous sommes ici pour parler de la philosophie de Diogène. Qui suis-je pour le juger? Nous ne pouvons pas de toute façon faire son profil psychologique. Il n'est plus de ce monde.
Ce sont tout de même des suppositions qui m'intéressent. En général, j'aime bien mélanger la psychologie et la philosophie parce que ça nous permet de comprendre pourquoi leur psychologie a pu les emmener à penser d'une certaine manière et à développer une certaine forme de philosophie. Je trouve que ça va parfaitement ensemble, comme avec la littérature, et c'est pour ça que sur ma chaîne MLH Orient, on parle de philosophie, psychologie et littérature. Si jamais vous voulez m'aider à faire plus de contenu comme celui-ci, je vous encourage vivement à me faire un don sur Ko-fi si vous êtes généreux, et sinon vous pouvez aussi vous abonner à mon Substack, vous pouvez vous abonner à mon Instagram, je publie des photos, des réels, ça va être assez sympa, et puis c'est un peu plus familial. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont en description, et si vous voulez, vous pouvez aussi lire mon livre. Pour Diogène, la liberté véritable signifiait vivre comme un chien. Le mot cynique vient d'ailleurs du grec kynikos, canin, ou qui appartient au chien. Évidemment, peu d'entre nous souhaitent pousser l'expérience jusqu'à l'extrême. Peu sont prêts à dormir dans une jarre, à se passer d'intimité, de sécurité ou de dignité sociale. Mais le message demeure intéressant, car la majorité de nos souffrances naissent de nos désirs, ou plutôt de leurs excès. Nous souffrons parce que nous désirons ce que nous n'avons pas. Certains ont un frigo plein, mais se plaignent parce qu'il n'y a pas ce qu'ils voulaient manger à l'intérieur. En majorité, nous vivons tous dans l'abondance, mais dans une forme d'insatisfaction constante. Évidemment, il y a des personnes extrêmement pauvres qui souffrent beaucoup, mais si vous avez une connexion internet pour regarder ma vidéo, vous êtes tout de même dans une forme de confort, suffisant pour ne pas avoir à vous plaindre. Et pourtant, la plupart sont pris en étau entre la peur du manque et le désir de mieux. Ainsi, l'être humain va devenir anxieux, désirant ce qu'il n'a pas et inquiet de perdre ce qu'il a déjà obtenu. Il devient donc incapable d'habiter pleinement le présent et de se satisfaire de sa condition. Ce tiraillement perpétuel entre crainte et convoitise rend l'humain incapable de se satisfaire de ce qu'il a déjà. Mais alors jusqu'à quel point sommes-nous prisonniers de notre quotidien, de nos habitudes et de nos possessions? Cette idée que je viens de développer, du désir excessif, se rapporte également à ce que Schopenhauer expliquait. Ce philosophe allemand, souvent qualifié de pessimiste radical, explique que l'existence humaine n'est pas une quête linéaire vers le bonheur, mais un balancement incessant entre deux pôles inévitables, la souffrance et l'ennui. Selon lui, lorsque nous désirons ardemment quelque chose, nous souffrons de son absence. Mais une fois le désir satisfait, nous sommes ennuyés. Selon lui, la volonté humaine est insatiable. Diogène, en rejetant toutes les formes de possession ou de statut, semble échapper aux attaches ou ambitions superflues. Il essaie de se rapprocher d'une simplicité instinctive proche de celle des animaux. Mais pour Schopenhauer, cela ne suffirait pas. On ne peut pas en tant qu'humain se contenter d'être un animal pour surpasser ce désir. Il faut nier la volonté elle-même via l'ascèse ou l'art. Sans cela, nous sommes condamnés à l'insatisfaction chronique. Et Schopenhauer l'explique lui aussi, plus nous possédons, plus nous avons à perdre. Les entrepreneurs et les personnes qui sont riches ou qui ont réussi à se faire une belle situation sont particulièrement sensibles à cela. Ils sont victimes de l'hédonisme adaptatif qui va renforcer cette insatisfaction constante. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit humain s'adapte inévitablement et extrêmement rapidement au luxe, au confort et à un mode de vie plutôt aisé. Il faut comprendre que la richesse va au-delà de l'argent, et cela demande beaucoup d'humilité et d'empathie pour être capable de combler ce vide. La liberté ne vient pas en accumulant plus, mais en désirant moins. Et maintenant, nous allons parler de sa critique sur la société. Chez les philosophes, blâmer la société, dénoncer les dérives et prédire la chute de celle-ci est presque, comment dirais-je, une tradition. Mais rarement l'un d'eux l'a fait avec autant de brutalité que Diogène. Là où beaucoup voyaient dans la cité grecque un modèle de raison, un rempart contre la sauvagerie, une structure civilisatrice, Diogène n'y voyait que soumission, hypocrisie et dépendance. Un bon exemple de ce mépris total, c'est sa rencontre avec Alexandre le Grand. Alexandre, jeune roi de Macédoine, avait tout, gloire, armée, richesse, érudition, et pourtant, il fut attiré par Diogène le mendiant. On raconte qu'Alexandre le Grand est venu voir Diogène un jour, alors qu'il était allongé au soleil. Le roi s'approcha, entouré de soldats, et dit « Je suis Alexandre, le roi du monde, demande-moi ce que tu veux. » Et Diogène, sans se lever, répondit simplement « Ôte-toi de mon soleil. » Alexandre, loin de s'en offusquer, aurait dit ensuite « Si je n'étais pas Alexandre, j'aimerais être Diogène. » Pour Diogène, aucune condition sociale ne justifiait la moindre supériorité. Et sur ce point-là, je le rejoins. Ni la naissance, ni la richesse, ni la fonction politique, ni même l'érudition ou l'âge ne donnaient à un homme le droit de se croire au-dessus des autres.
Il ne faisait aucune distinction entre un roi et un mendiant. Tous sont humains, tous mangent, tous dorment et tous meurent. Pour Diogène, le statut social est une illusion collective. Une sorte de mensonge que l'on se raconte pour maintenir l'ordre intact. Et il était fier de traiter tout humain avec le même niveau de respect et de dédain. Le problème, c'est qu'il y a une forme de contrat social invisible qui nous maintient tous en laisse. Lorsqu'une personne se conforme à l'image qu'elle veut que les autres aient d'elle, elle entre dans un accord tacite, elle accepte consciemment ou non de vivre sous surveillance, selon ce qu'elle suppose que les autres attendent. L'individu sacrifie ainsi sa spontanéité, sa liberté, pour garder un titre qui finalement ne lui sert à rien. C'est précisément ce que Diogène méprisait, et il refusait ce marché, quitte à être critiqué. Généralement, nous mesurons souvent la cruauté, le cynisme ou la corruption d'un individu à son incapacité à ressentir la moindre honte. La honte est une alarme intérieure qui nous prévient lorsque l'on franchit une limite. La théoricienne Eve Sedgwick en a longuement étudié le rôle. La honte, lorsqu'elle est reconnue, peut devenir un moteur de transformation personnelle, qui peut nous aider à mieux nous adapter à notre environnement, à revoir nos comportements et à être acceptés. Le philosophe Gabriel Marcel, de son côté, y voyait un mécanisme éthique fondamental, la condition même pour vivre avec intégrité, pour se remettre en question et pour devenir meilleur. Mais Diogène, lui, ne montrait aucun signe de honte. Il ne rougissait pas, ne s'excusait pas et ne se justifiait jamais. Il mangeait même sur les places publiques, ce qui était à l'époque considéré comme un acte vulgaire. Et parmi les nombreuses provocations de Diogène, il y en a une qui est particulièrement connue. La plus célèbre, c'est l'histoire du poulet plumé. Une attaque directe contre Platon et sa philosophie. Platon, dans une tentative de définir l'homme, avait déclaré « L'homme est un animal bipède et sans plumes ». Une définition plutôt abstraite et prétentieuse, avouons-le. Diogène décida donc d'y répondre à sa manière. Il se rendit à l'académie avec un poulet qu'il avait entièrement plumé, le tenant par les pattes, et le jeta au milieu des disciples de Platon et s'exclama « Voici l'homme de Platon ». Gêné par le ridicule de la scène, Platon fut obligé de modifier sa définition. C'était la manière de Diogène de dénoncer l'arrogance des philosophes de Salon. Et pensez-vous que Diogène a ressenti de la honte en faisant cela ? Absolument pas. Parce que pour Diogène, la honte est une construction sociale. Elle est utilisée pour maintenir l'ordre, imposer la bienséance et freiner la liberté. Selon Diogène, par exemple, les animaux ne ressentent aucune honte à faire leurs besoins dans la nature et lorsqu'ils en ont envie. Alors pourquoi nous le devrions ? Pourquoi devrions-nous rougir d'obéir à notre corps alors que nous ne rougissons pas de mentir pour plaire, pour trahir ou pour manipuler ? Effectivement, aujourd'hui, si quelqu'un a besoin de faire ses besoins lorsqu'il est en ville, il lui est impossible de les faire à moins de se rendre chez quelqu'un, quelque part ou dans des toilettes publiques. Même à la gare, maintenant, il faut payer. Je pense que Diogène serait absolument révolté par cela. Cependant, Diogène n'était pas un sociopathe ou purement destructeur. Les cyniques valorisent simplement des principes éthiques stricts. Par exemple, ils prenaient la liberté mais refusaient la violence physique. Ils rejetaient la plupart des normes sociales mais refusaient que la liberté d'une personne puisse faire du mal à autrui. Ils ne se souciaient pas forcément de la politesse, mais ils se souciaient du bien commun. Ils ne croyaient pas forcément à la politesse, mais ils croyaient au consentement, à l'intégrité du choix individuel et à la non-domination. Diogène ne blessait pas physiquement les personnes lorsqu'elles passaient, il les dérangeait. Un chien qui aboie à la façade mais ne mord pas. Il valorisait l'honnêteté envers soi-même et les autres. Par exemple, il ne voit pas pourquoi nous devrions avoir honte de faire nos besoins, alors que c'est totalement naturel. Et il ne se gênait donc pas de faire ses besoins en public. Diogène se caractérisait donc par cette critique acerbe de la société qui l'entourait. Mais il n'était pas non plus un sage lucide et éclairé. Il incarne davantage l'image d'un homme rongé par une colère profonde et presque incontrôlable. Sa virulence masque une forme d'aveuglement. Sa remise en cause systématique touchait tout, les conventions sociales, la politique, l'éducation, l'art et la religion. Cette hostilité radicale l'empêchait d'avoir une vision nuancée. En somme, Diogène peut inspirer à remettre en cause les normes sociales et l'ordre établi, mais il ne peut être un modèle. Et je voudrais d'ailleurs vous parler du biais de confirmation, qui est l'un des pièges les plus sournois de l'esprit humain. Il s'agit d'une tendance universelle à ne chercher, ne retenir et ne valoriser que les informations qui confirment nos croyances préexistantes. A l'inverse, toute donnée contradictoire est ignorée, minimisée ou interprétée de manière à préserver notre vision du monde. Ce mécanisme protège notre cohérence intérieure et apaise les contradictions qui pourraient nous déstabiliser.
Mais c'est un enfermement parce qu'il nous prive de la capacité à nous remettre en question, et nous enferme dans des croyances souvent infondées. Il nous rend sourds aux arguments qui pourraient nous permettre de réfléchir et d'évoluer. Ce biais alimente la polarisation sociale et politique, car chacun ne veut entendre que ce qui renforce ses convictions, favorise la propagation des fausses informations et le filtre critique est affaibli face aux données qui sont confortables. Le doute et l'ouverture d'esprit sont essentiels à la connaissance et à l'évolution. Le biais de confirmation est donc un obstacle majeur à la sagesse. Faites-y très attention. L'homme déteste être confronté à ses propres croyances, surtout lorsque ces dernières font partie de son identité et de sa vision du monde. Dès lors qu'une personne va oser remettre en question nos certitudes, elle va être indirectement perçue comme un ennemi. Le cerveau humain est naturellement programmé pour conserver ce qu'il a appris, et répond par la défensive ou la colère lorsque quelque chose vient changer cette perception. Celui qui tente d'élargir l'horizon d'autrui va donc souvent être perçu comme un rabat-joie. Cette personne est souvent rejetée, moquée, haïe, car elle va incarner la possibilité qu'on se soit trompé. Il faut donc un courage peu commun pour incarner avec une telle force les convictions de Diogène. Il existe un fossé énorme entre prêcher une croyance, un idéal, et les mettre en pratique au quotidien. Combien vantent la vertu, la sincérité, la justice, le dépouillement ou la liberté, et combien seulement incarnent ces valeurs avec rigueur et constance? Combien professent la tolérance et l'ouverture d'esprit tout en cultivant le jugement et l'exclusion? La vérité, c'est que la majorité des humains prêchent ce qu'ils refusent d'appliquer à eux-mêmes. Combien de parents ont dit à leurs enfants « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Cette dissonance révèle l'écart entre le désir idéal et la faiblesse humaine. Il est en effet plus facile de commander et de demander que d'être. Or, c'est précisément là que Diogène se distinguait. Et c'est l'une des qualités qui lui permettent, malgré son comportement extrême, d'être respecté. Il ne se contentait pas de prêcher le renoncement, il l'appliquait. Il vivait ce qu'il proclamait au risque de paraître ridicule. Son authenticité confère donc à ses paroles une puissance inégalée. Car la parole dénuée de pratique est au mieux une hypothèse et au pire une hypocrisie. Cela ne signifie pas que toute parole non mise en pratique est forcément fausse. Nombre de vérités se transmettent d'abord par la parole pour ensuite être appliquées. Mais le fossé entre dire et faire est une faille qui affaiblit inévitablement la crédibilité d'un propos. Diogène, en vivant sans concession ce qu'il prêchait, est donc un exemple d'honnêteté. Et malgré ses actions questionnables, il est resté intègre. Alors appliquons-nous au quotidien nos croyances ou nous contentons-nous de faire la morale? Sommes-nous hypocrites ou honnêtes envers nous-mêmes et les autres? Ce sont des questions qu'il faut se poser, car notre philosophie devrait être en accord avec nos actions. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur ma chaîne, on parle de littérature, psychologie et philosophie, et aussi un petit peu de manga. Si vous êtes déjà abonné, par contre, je vous remercie, ça me fait extrêmement plaisir, et je vous tiens tous dans mon cœur. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que vous aurez découvert un nouveau personnage de la philosophie, et si vous le connaissiez déjà, que ma perspective vous a apporté quelque chose d'intéressant. Évidemment, gardez à l'esprit que je ne peux pas tout développer dans une vidéo, mais que j'ai fait de mon mieux. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao!